Moi, les auteurs qui m'ont marqué, en particulier, c'est Davertige, qui est un poète haïtien. On dit, en fait, Davertige, alias Villardoni, qui a écrit un livre unique qui s'appelle Idem. Et puis, il y a aussi Magloire Saint-Aude. Magloire Saint-Aude qui est l'auteur de Mémoire de mes lampes. Et ça, c'est des auteurs haïtiens qui m'ont marqué au fer rouge. Et puis, il y a Lautréamont, Isidore Ducasse, qui m'a marqué. Ouais, j'ai été bouleversé après la lecture du Chant de Maldoror. Et Louis Aragon, ce poète français. Bon, je commence par le dernier que je citais. Pourquoi il m'a marqué? C'est la musique de ces poèmes m'a touché immédiatement. Et je me suis dit, moi par exemple, qui a toujours rêvé d'être musicien, bon, je sais jouer d'aucun instrument du tout, hein, et je me suis dit, voilà un moyen, voilà justement l'écriture comme médium, c'est aussi une grande opportunité pour le créateur d'être à la fois écrivain, poète, ou bref, et puis faire de la musique en même temps. Et il y a une musique souterraine chez Louis Aragon. Bon, chez Valène, ça m'avait frappé aussi, mais chez Aragon, ça m'avait parlé tout de suite. Et Isidore Ducasse, c'est le délire. Un délire qui était non pas seulement de l'ordre du fantasme, mais aussi c'était il restait en même temps très rationnel. Et puis cette prose, justement là il y a la mer en face de moi à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, justement cette ode à la mer. Je ne m'attendais pas justement à ce qu'un écrivain pourrait partir jusqu'au bout, jusqu'à la limite, jusqu'à atteindre la limite de la mer, tant il en parlait. Ça m'avait beaucoup frappé chez lui. Hein. Et puis c'était pas seulement il ne parlait pas de paysage essentiellement abyssal du fin fond de la mer, ça concernait justement l'être humain. C'est une poésie qui parle à l'humanité, à l'être humain. Et pour revenir aux poètes d'Haïti, comme Villardoni, moi ça m'avait frappé tout de suite parce que je l'ai lu à 18 ans. J'avais découvert justement à travers le Nouvelliste, le quotidien haïtien, le poème Oma Barigor. Justement pour voir, c'est un poète qui a créé une ville pour faire habiter justement l'être aimé. Et voir justement la richesse que détient, que possède le créateur, c'est-à-dire avec rien on peut faire une ville, un pays. Donc il a écrit le poème Oma Barigor pour l'être aimé. Ça m'avait rapidement motivé en me disant ben voilà, ben là c'est pas une question de pognon et que la terre t'appartient et que tu peux tout faire avec les mots. Et justement c'est grâce à Villardoni que je me sens l'héritier de l'espace-temps, du temps et de l'espace. C'est un peu prétentieux, mais ce poème justement m'avait
donner cet héritage, léguer cet héritage. Merci Villard-Denis. Et puis bon, pour Saint-Aude, c'était le poète hermétique dont on me parlait, et quand je le lisais, j'avais pas du tout en face de moi un poète hermétique. C'est-à-dire que je le lisais sans chercher à comprendre, et en le lisant, justement, après avoir fermé le livre, j'avais le sentiment d'avoir senti tout ce qu'il n'avait pas dit, ou tout ce qu'il disait, tout en ne voulant pas livrer tout de suite la clé ou le secret de mémoire de mes langues. Et tout ça, ce sont des univers à part. Bon, bref, je vais pas. C'est aussi le sentiment que j'avais eu justement chez Franck Etienne, quand on me disait que c'était un poète illisible en le lisant, justement, quand il crée des mots qui sortent de son univers personnel, de son langage personnel. Et j'avais tout de suite compris Franck Etienne. Donc tout ça, justement, ce sont ces influences qui m'ont décidé de mon antidestin ou de mon destin de poète aussi. Moi, des quartiers, j'en ai tellement connu qu'à un moment donné, justement, je me suis donné un quartier, donné un quartier, construit un quartier qui n'est pas un quartier fictif. C'est un quartier de mon enfance. Et ce quartier m'habite encore. C'est la rue Pleuvier. La rue Pleuvier qui se trouve à Carrefour. C'est du côté de Maroutière. D'ailleurs, il y a un cinéaste haïtien qui a fait un documentaire. Je crois que c'est Le destin rêvé de Sarah. C'est Giscard Bouchotte qui a fait ce documentaire sur la vie d'une dame, mais cette dame justement habite à Maroutière. Et bien justement, je viens de cet endroit-là où j'ai passé 4 ans de mon enfance. C'était justement, je me souviens justement, c'était en 88, lors des Jeux Olympiques de Séoul. Ce sont des souvenirs qui me sont restés de manière très présente. Et voilà, et donc j'ai toujours porté en moi le quartier, la rue Pleuvier. La rue Pleuvier où nous vivions tous ensemble, c'est-à-dire avec mes 6 frères, 6 frères et sœurs. Comme nous étions 7 dans la famille, là nous sommes devenus grands, nous avons chacun un destin éparpillé, chacun est écartelé, pris par son quotidien, quoi. Et dans ce quartier, c'est la joie et une joie en permanence. Quoique c'était très difficile à cette époque. À Port-au-Prince, c'était aussi la belle époque où la saison noire des coups d'État. Mais justement, nous avons pris dans le beau piège de notre enfance en étant écartés de tout cela. On était vraiment baignés dans cet univers d'enfance, en jouant à la cache-cache, en jouant au foot, mais tout le temps, même en saison de classe. Et puis c'était à l'époque aussi des amis réels. Bon, j'en ai encore aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est la spontanéité qui caractérisait nos relations amicales d'alors avec les enfants de notre âge qui avaient entre 10 et 15 ans. Et ouais, c'était une chose de formidable. Je suis très nostalgique de cette époque. Et tout ça justement entre les jeux que j'aime beaucoup, comme le foot, le basketball, la bicyclette, comme jeu. J'avais ma petite bicyclette avec mes frères, justement, on écartelait les poupées de nos sœurs.
c'est vraiment des choses assez bizarres, mais vraiment c'était très touchant, très tendre aussi. Hein. Mais justement, tous ces jeux, tous ces moments-là sont inscrits essentiellement inscrits essentiellement dans la rue Pleuvier. Donc la rue Pleuvier, c'est mon quartier que je porte toujours en moi. Mon enfance, moi j'en ai eu plusieurs. Ouais, je pense aussi que chaque être humain a une enfance multiple. Ça peut être monotone, et calme ou orageuse. Moi, les miennes ont été par moments calmes et agitées. Et ma mère, c'était une femme exceptionnelle. D'ailleurs, comme parent, elle était, comme elle le disait si bien, elle était à la fois la mère et le père. Et j'ai jamais eu, justement, dans mon enfance, le manque ou le besoin du père. Moi, je pense que ma mère l'a carrément marginalisé. Bon, elle nous disait toujours que le père, notre père à nous, c'était un buveur, un alcoolique, insouciant. Bon, plus tard, je me suis rendu compte que c'était elle-même qui l'a marginalisé. C'est terrible, mais je pense aussi que c'était notre chance. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'était ma chance parce que durant toute mon enfance, j'ai jamais eu de chagrin de ce père absent. Et j'avais pas vraiment besoin, j'avais pas senti de sentiment de manque, de besoin du père. Et quand je rendais visite à mes amis, eux qui avaient une mère, un père dans la famille, et à chaque fois je voyais le père. Et je me disais, ah, moi je suis très bien comme je suis, j'aurais jamais aimé avoir deux pères, avoir un personnage qui parlait avec sa voix grave, qui des fois hurlait, parce que chez nous, des fois, les pères, ça hurle. Et donc, justement, je n'avais pas du tout ce sentiment d'avoir été élevé avec un censeur, avec un chef. Et le seul que j'ai connu, c'était la mère, justement, c'est la voix des femmes, justement, m'a toujours touché. Mais justement, j'ai pas eu de censeur qui me grondait avec une voix grave. Ça me fait rire parce que moi aussi j'ai une voix grave et je suis appelé un jour à devenir père. Et voilà, c'est-à-dire j'ai été élevé, grandi dans cet espace familial très libre. C'est-à-dire, ma mère nous laissait faire, elle nous met seulement d'avoir un carnet scolaire élogieux, avec une bonne moyenne. Et quand ça allait mal, bon, elle nous tabassait, bien sûr. Mais tout le temps, justement, c'était un univers justement convivial avec beaucoup de tantes qui passaient, mais toujours du côté maternel, qui passaient à la maison avec des oncles et qui passaient, qui nous aimaient beaucoup, qui m'aimaient beaucoup, qui nous aimaient. Nous étions 7, j'ai 3 frères et 4 sœurs. J'ai 2 frères et 4 sœurs. Et côté paternel et maternel. Et l'une des images qui me reste encore, justement, c'est cet oncle qui a été rapatrié en Haïti.
je ne sais pas ce qu'il faisait, pourquoi il a été rapatrié. Mais il a été rapatrié chez nous, en Haïti, mais il avait une chambre chez nous, chez ma mère. Toujours dans le quartier que j'ai évoqué tout à l'heure, le quartier, la rue Pluvier. Et cet oncle s'appelle Dessès. D'ailleurs, il n'y a pas 15 jours, je me posais la question sur l'origine du nom de Dessès, cet oncle, qui est décédé d'ailleurs il y a 2 ans. Je me dis parce que c'était le seul à avoir ce nom. Et Dessès qui renvoie à un imaginaire de mort. Et c'est le premier à casser sa pipe. Le premier à être parti avant les autres, justement, il portait bien son nom. Et cet oncle, c'était lui qui berçait beaucoup une partie de notre enfance, parce qu'il avait beaucoup vécu à l'étranger, aux États-Unis en particulier, en Hollande. Donc, il nous racontait beaucoup de choses. Il nous faisait voyager à travers toutes les histoires qu'il nous racontait, des fois qu'il inventait. Et c'est par sa bouche que j'ai entendu pour la première fois le nom de Fidel Castro, de Che Guevara. Et il parlait justement des États-Unis, où il disait justement que jamais il n'y aura un président noir aux États-Unis. Et peut-être il y en aura, mais dans 100 ans. Et justement, l'élection d'Obama m'a fait beaucoup penser à lui. Lui qui avait vécu aux États-Unis, qui connaissait très bien la réalité et qui parlait justement des clivages aux États-Unis. Et donc justement, l'oncle Dessès Abel, a habité presque entièrement notre enfance. Et pour l'école, c'était aussi très palpitant comme souvenir. Mais j'ai connu plusieurs établissements scolaires. Ma mère, qui était femme d'affaires, elle n'arrêtait pas de bouger. Elle avait la bougeotte. Je pense qu'aussi, elle avait une passion des lieux. C'était une femme partagée entre trois villes, hein. Hinche, Port-au-Prince, la capitale, et Ouanaminthe, qui est sa ville natale, sa province natale, d'ailleurs qui partage la frontière haïtiano-dominicaine. Et ma mère, justement, profitait de tous les prétextes pour ramener ses enfants, ses poussins avec elle dans ses pérégrinations, dans ses voyages. C'était passionnant. Et la difficulté, c'était justement le fait de devoir à chaque fois changer de classe. Des fois, je peux avoir la première place dans une école et 6 mois plus tard, je me suis retrouvé dans une autre école et je me suis retrouvé comme un cancre. Et ça m'a beaucoup travaillé, ça m'a donné beaucoup d'humilité, justement cet aspect de mon enfance, hein, c'est-à-dire le fait de me trouver à chaque fois confronté à un nouveau défi. Mais la chance avec ma mère, c'est qu'elle était elle-même institutrice, donc elle savait aussi qu'il y avait aussi ces moments de faiblesse et on n'avait jamais eu de vacances. Donc elle nous donnait des leçons, et elle était très bonne pédagogue et elle soutenait justement tous ces cours, mais toujours au fouet. Hein. Donc mon enfance, c'est une enfance un peu insouciante parce que la mère était toujours présente, mais à la fois studieuse. Parce que ma mère aime bien justement voir ses enfants avec un livre à la main, un livre en main en train de lire ou même pour tricher, peut-être qu'on ne lisait pas forcément. Moi personnellement, j'avais soit un dictionnaire à la main ou la Bible, comme on était élevé
d'une famille protestante. Ma mère priait beaucoup. C'est une femme qui se réveillait. Bon, en se ouais, dès son réveil, elle se met à genoux pour prier. Et il fallait que chacun par groupe de la famille justement venait l'accompagner dans ses prières. Et donc quand justement on prenait une Bible à la maison, je pense que ça l'avait plutôt rassurée. Pour elle, c'était une façon justement de donner une ligne à la famille. Et à l'école, encore pour revenir à cette histoire d'école, on ne nous a jamais vraiment renvoyé de l'école parce que ma mère, elle, dès qu'elle rencontre justement le directeur de l'école, le responsable, elle disait toujours, je vous confie leurs fesses. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine justement de l'appeler chez elle. Donc je vous donne, c'est une façon de dire au directeur, aux responsables que ce sont vos enfants, vous en faites ce que vous voulez. Et du coup, on était toujours très bien vus, très aimés à l'école. Je suis poète, j'ai 6 livres sur mon compte de poète. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais tenter d'expliquer en quelques mots. D'abord, je suis né à partir d'un livre, je veux dire, pour les lecteurs. Un livre qui s'intitule Poème à double tranchant, seul le baiser pour muselière. Et plus tard, 2 ans plus tard, a été paru chez Sidika d'abord, Le sang visible de Vitrier. Et après, j'ai fait un livre à 4 mains avec une femme, poète, Dominique Morisi, m'a écrit recto verso. Puis mes 2 livres en créole qui ont été écrits depuis 8 ans ont été parus en janvier de cette année, en 2009. C'est Bonne Nouvelle, avec le sous-titre de Bonbon Femme et Carbone 47. Puis j'ai coordonné une anthologie de poésie haïtienne avec Fred Edson, poète haïtien, qui rassemble une 40aine de participants, dont des peintres, des plasticiens et des poètes. Et pour me définir comme poète, je vais dire à voix haute un poème qui n'en est pas un, c'est juste une entrée en matière dans mon univers de poète. Je suis celui qui se lave les mains avant d'écrire. Ne me demande pas comment je m'appelle, je n'ai pas de nom. Je viens de là, de ce non-lieu qui cherche l'une pour s'exhumer de son point d'ombre. Un nom d'auteur me fait bien mal, parce que poète, ça m'est égal. Ni tapis rouge ne saura rendre la justesse du sang qui me fait passer pour un vitrier qui vaut sa mort. Je suis saigné, donc je me lave. Voilà mon nom qui vient de là. Je pense que ce poème n'en est pas un, résume mieux que moi de ma vision de ce que j'écris. J'écris pas, j'avais pas du tout l'ambition au départ d'écrire pour devenir poète, pour être dans une posture de poète. C'est plus fort que moi. Je pense que la poésie d'abord m'a pris par les collets. Donc, puisque j'écris dans ce genre, bon, voilà, il faut bien trouver une dénomination, un attribut à celui qui fait de la poésie. Donc j'accepte bien
le rôle qui m'est imparti par le destin, celui d'être poète. Mais c'est avant tout la vérité qui importe pour moi. Mais comme il y a toutes sortes de vérités, en tout cas celle qui me concerne, c'est de dire crûment, comme des éclats de vitre, jeter ça et là, et tout ce qui me passe par le cœur, tout ce qui me fend. C'est Aragon qui disait l'homme crie où son fer le ronge. Et il s'appelait engendre un soleil plus beau que les anciens mensonges. Et donc justement je crie là où ça me ronge, là où ça me pique. Et donc je ne me pose pas trop de questions là-dessus. Je fais vœu de préférence de vitrier. Et vivre et passer justement de la vie comme un être transparent, un être brisé, comme un vitre, comme le vitre, ou comme le vitre comme objet, ou comme celui qui travaille le vitre, c'est-à-dire le vitrier, qui est un être blessé, parce que le vitrier qui travaille sa matière, la matière de vitre, justement est exposé à des risques. Le risque souvent d'être blessé. Pour moi, écrire, c'est s'exposer en permanence à des risques. Franck Etienne parle de chevauchement. Il faut chevaucher le risque. Donc c'est là aussi que je me situe en tant que vitrier. Donc je me définis justement comme un poète vitrier et qui fait éclater au grand jour la vérité, ou du moins la mienne vérité. Est-ce que c'est Éluard ou Lautréamont qui disait que la poésie est avant tout la vérité pratique? Et c'est ce que je pense aussi. La poésie, c'est avant tout une affaire de vérité. D'ailleurs, si tu ne crois pas ce que tu dis, ben, c'est même pas la peine de convaincre les autres. Si tu ne vis pas ce que tu dis, c'est pas la peine de faire part de ce que tu vis. Donc, moi justement, c'est en tant qu'être brisé que j'écris. Et c'est l'écriture qui rassemble toutes mes parts brisées. L'écriture qui me fonde. Moi, je suis d'Haïti, qui est une île, une tiers d'île qui partage le même territoire que la République dominicaine. Est-ce qu'Haïti est une île, est absolument une île ou une demi-île comme certains s'interrogent? Justement, c'est comment justement se pose la question de l'insularité haïtienne. Moi, en ce qui me concerne personnellement, je suis né à Hinche. Hinche, c'est ma ville natale. C'est une ville enclavée où il n'y a pas la mer. Et je connais des personnes qui sont nées à Hinche et qui sont mortes après sans avoir vu la mer. Est-ce que ces gens-là, justement, sont insulaires pour n'avoir jamais vu la mer? Est-ce que l'insularité, peut-on envisager l'insularité sans la mer? Donc justement, c'est toutes ces questions qui me taraudent, que je me pose par rapport à ma naissance, par rapport au lieu de ma naissance, Hinche, par rapport à Haïti qui partage le même territoire que la République dominicaine. Et moi, en ce qui me concerne, je ne me sens pas insulaire absolument, c'est-à-dire que c'est pas
ce qui me préoccupe, quoi. C'est-à-dire que je me sens homme du monde tout en étant très ancré dans ma terre, dans l'espace haïtien. Et ma poésie est baignée, est très poreuse à l'idée même de la mer, hein, mais sans en être noyé. C'est pas ce qui me préoccupe le plus. Et le mot île est récurrent, bien sûr, hein, mais pas comme l'île qui s'enferme sur elle-même, comme espace de solitude, comme moi, c'est l'île le monde, l'île comme possibilité d'ouverture, l'île comme aspiration en permanence à l'ouverture, au cosmos. Et là, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, justement, il y a cet arbre dont parlait justement un poète haïtien René de Pestre, le banyan. Et je me sens justement, je veux me rapprocher le plus possible de cet arbre qu'est le banyan, avec des racines très très profondes, c'est-à-dire un arbre très enraciné, et puis avec des racines qui sont des racines flottantes qu'on voit en plein air comme ça, et puis les feuilles justement projetées complètement vers le ciel. C'est-à-dire que c'est vivre dans une île, mais justement à l'état de banyan. Donc c'est-à-dire être originaire d'une île, mais avec des fenêtres ouvertes de partout.